Lobby européen des femmes. C'est un large réseau, le plus grand réseau d'organisations de femmes féministes en Europe et je vois, quelques membres et collaboratrices, des lobbies européennes des femmes, ici ce soir parmi nous, donc merci. Je suis vraiment très heureuse, de pouvoir participer à ce débat aujourd'hui et aussi je veux apprendre un peu plus, n'est-ce pas, sur la situation en Belgique et le combat des féministes belges pour faire en sorte que l'avortement soit vraiment un droit pour toutes les femmes et filles en Belgique. Je sais, ce n'est toujours pas le cas. Merci vraiment au CFFB, c'est notre membre francophone en Belgique et Womanpreneur et Sana d'avoir organisé ce débat ce soir et de m'avoir invité pour un peu donner un panorama de la situation en Europe. Il y a les hauts et les bas et les avancées et les reculs quand il s'agit des questions de droit à l'avortement en Europe. Donc, pour commencer, je veux dire que même si l'Union européenne n'a légalement aucune autorité sur les politiques et les lois nationales sur l'avortement, le lobby européen des femmes continuait de porter ces questions à l'attention de l'Union européenne. Et nous exigeons que les droits sexuels et reproductifs, y compris bien évidemment droit à l'avortement, soient considérés comme faisant partie des droits fondamentaux européens. Je veux parler un petit peu de l'effet Covid, puisqu'on le vit toutes et tous. Le Covid a eu un impact, c'est sûr, significatif sur les droits des femmes, sur l'égalité hommes-femmes en Europe, de manière générale. Donc, je veux dire, d'un point de vue socio-économique, charge de travail non payée, évidemment, vous le vivez toutes, les questions de violence et la santé. En 2020, le lobby européen des femmes, avec tous ses membres en Europe, a développé une analyse et des recommandations sur tous ces égards qu'on a utilisées pour faire le lobby auprès des institutions et gouvernements européens en ce qui concerne toutes ces questions. Et si ça vous intéresse, je pourrais aussi mettre dans le chat les liens pour pouvoir un peu feuilleter ce qu'on avait dit à cet égard. Donc, ça fait partie de notre travail régulier et journalier. Mais en ce qui concerne particulièrement les droits à l'avortement à travers l'Europe, le Covid a eu un impact pour le meilleur dans certains pays et pour le pire dans d'autres. Donc je pense que ça peut être peut-être intéressant à vous donner quelques exemples de l'effet de Covid sur les droits à l'avortement. Donc certains pays ont rapidement réalisé que la pression exercée sur les centres médicaux en général pouvait signifier un accès réduit aux services d'avortement pour les femmes et pour les filles. Et donc, dans ces pays, ils ont introduit ou élargi l'accès, par exemple, aux téléconsultations, afin de prescrire des pilules abortives, je ne sais pas si c'est le bon mot, à domicile. Donc, c'est le cas, par exemple, au Royaume-Uni, en France, en Irlande, en Finlande et en Suède. Donc là, on a vu élargir en fait l'accès à l'avortement. Dans d'autres pays, on utilisé la pandémie pour limiter l'accès aux services d'avortement, en les déclarant non essentiels ou en bloquant carrément les avortements par chirurgie. Donc c'est le cas pour la Hongrie, par exemple. Ou par autre, en forçant les femmes présentant les symptômes Covid à avoir accès retardé aux services de soutien. C'est le cas en Allemagne, en Islande, en Slovénie et je crois aussi en Belgique. Encore, on a vu aux Pays-Bas l'interdiction générale pour les femmes symptomatiques. Donc, c'est le cas aux Pays-Bas. Donc, ça, c'est un peu quelques exemples de l'effet Covid dans certains pays. Mais malgré la crise Covid, nous avons également vu les changements plus larges dans l'accès à l'avortement pour les femmes à travers l'Europe au cours de l'année passée. Encore une fois, de manière très polarisée. Donc, c'est ça qui est peut-être intéressant à retenir. En Irlande du Nord, l'accès à l'avortement a finalement été légalisé après une très, très longue bataille menée par des groupes féministes de femmes en Irlande du Nord, aussi avec leurs sœurs en Irlande et en Grande-Bretagne. Donc, en mars 2020, pour la première fois, les lignes directrices sur les soins d'avortement ont été publiées dans le Nord. Et en plus, celles-ci ont été élargies en avril 2020 pour soutenir les soins dans le cadre de la pandémie.
Donc, on a vu vraiment une avancée très importante en Irlande du Nord. Par contre, en Pologne, je pense que peut-être beaucoup de gens vont vouloir en parler, les obstacles à l'accès à l'avortement ont été encore érodés. Ça fait année en année qu'on a vu ces droits érodés. Maintenant, il s'agit vraiment d'une interdiction quasi totale, pure et simple, y compris dans les cas d'anomalie fétale mortelle. Fœtale mortelle, je ne sais pas si c'est le bon terme en français, donc je m'excuse. Mais au cours de nombreuses années, y compris au cours des derniers mois, même avec la situation de la pandémie, des millions et des millions de femmes sont descendues dans la rue en Pologne et partout en Europe par ailleurs pour les soutenir. Nous voyons d'autant plus les attaques des défenseurs de droits de femmes en Pologne, comme partout en Europe, se poursuivent et nous sommes solidaires et nous soutenons leur combat. Cela signifie maintenant en Europe que c'est au Malte et en Pologne où on voit les mesures d'avortement les plus restrictives de l'Union européenne aujourd'hui. Ceci dit, il existe un degré de plus en plus élevé de soutien au sein de l'Union européenne, selon au moins l'accès à l'avortement comme une forme de soins de santé essentiel. Ça, on le voit de plus en plus. Et de plus en plus, le fait que l'avortement soit vraiment un droit fondamental. Et ça, on le voit partout. Et je vais vous donner peut-être un exemple très chaud de cette semaine. Sur la Pologne, cette semaine, il y avait un débat au plein air du Parlement européen, donc cette semaine même. Donc, je répète que l'Union européenne n'a aucune autorité sur les politiques d'avortement nationales. C'est une question strictement nationale. Et donc, le Parlement européen ne peut pas forcer Varsovie à faire marche arrière. Ceci dit, les députés ont déclaré vouloir exercer une pression supplémentaire européenne sur le gouvernement polonais, qui est, je vous rappelle, déjà soumis à des procédures d'infraction de l'Union européenne en ce qui concerne les droits fondamentaux, etc. Donc, les députés, on les a vus, européens de nombreux pays et de nombreux partis, y compris les députés polonais, ont demandé à l'Union européenne d'agir pour protéger les droits de femmes, les droits à l'avortement et donc à tous les droits fondamentaux. Donc, ils ont fait vraiment ce lien entre les droits fondamentaux, les droits de femmes et les droits à l'avortement. Ça a été très passionné. Deuxième chose que je voudrais juste mentionner, c'est que nous avons été de plus en plus encouragés au niveau de l'Union européenne à avoir plus d'actions entreprises par la Commission européenne, des mesures visibles sur les questions de droits sexuels et reproductifs en général, incluant souvent l'avortement comme un aspect clé. Actuellement, donc aujourd'hui, est en cours un rapport qui a été demandé par la Commission européenne à une équipe d'experts et de chercheurs. Et la Commission leur a demandé de proposer des recommandations sur les actions potentielles sur les droits sexuels et reproductifs à l'échelle de l'Europe. Et ils ont compris là-dedans l'avortement. Ça, c'est pour nous une avancée assez importante. Donc, on attend prochainement ce rapport, donc, qui va être publié par la Commission européenne et qui peut, pour nous, servir de base pour voir où la Commission européenne peut s'engager dans l'avenir, surtout dans le cadre de leur propre mandat. Donc, on peut imaginer là les questions de financement, mais aussi les questions sur ce qui concerne le mandat de la Commission sur les questions de santé. Donc ça, on attend avec impatience voir un petit peu où ça mène et quelles actions ça peut nous mener. En outre, il y a également un rapport, ce qu'on appelle, on attend des initiatives très importantes dans les mois à venir du Parlement européen. Donc, première chose, c'est un rapport, ce qu'on appelle un rapport d'initiative. Donc, c'est un rapport qui vient d'un député sur les approches holistiques sur les droits sexuels et reproductifs. Et ils ont là tenté vraiment d'intégrer l'avortement en tant qu'élément critique de celle-ci, de ces droits sexuels et reproductifs. Ceci est maintenant, donc ce rapport d'initiative, est maintenant au stade du débat politique entre les groupes et les députés dans la commission femmes du Parlement européen, avant de passer après à la plénière du Parlement européen.
Donc, on a vraiment constaté une mobilisation très forte au sein du Parlement européen ces dernières années et les derniers mois, y compris un réseau assez fort des multipartis des députés européens. C'est un réseau qui s'appelle All of Us. Et nous, en tant que lobby européen des femmes, on travaille en étroite collaboration avec ce réseau très actif, très militante des députés qui vient vraiment de beaucoup de différents partis et beaucoup de différents pays, et bien sûr, y compris des députés belges. Et donc, pour la suite, il y a beaucoup d'activités dans les mois à venir. Et il y a ce rapport que j'ai parlé de la Commission européenne, mais il y aura aussi bientôt un texte de résolution du Parlement européen que nous, on va utiliser pour inciter des actions par tous nos membres vis-à-vis de leurs députés européens. Donc, on va faire pression pour l'Union européenne agir. Donc, au niveau des actions dans le mandat de la Commission, mais aussi à ce niveau politique que j'ai cité dans le cas de Pologne. Donc, qu'il s'agit vraiment d'une question de droit fondamental européen. Et là, je suis sûre qu'on peut compter sur nos sœurs féministes belges pour faire le nécessaire vis-à-vis des députés belges. Donc, pour conclure, pour nous, c'est vraiment simple. Il ne peut y avoir des droits de femmes en Europe tant que les femmes de n'importe quelle partie de l'Europe voient leur droit de l'avortement si complètement bafoué, comme on voit en Pologne et au Malte. Et on voit encore une fois, lorsque les femmes avertissent que leurs droits sont en danger, comme les femmes en Pologne ont fait, en répété, les dirigeants doivent les écouter. Ces femmes-là sont fâchées, elles ont le droit de l'être et nous, on soutient leur combat. Les femmes en Pologne, les femmes en Malte, mais aussi les femmes en Belgique et les femmes partout qui ont encore du travail à faire pour vraiment achever les droits totaux à accès à l'avortement pour les femmes et les filles. Donc, merci beaucoup. J'attends avec impatience l'intervention de Sylvie et les questions par la suite. Merci. Merci Johanna pour ce petit panorama, ce tableau. Effectivement, c'est important de rappeler que Women's Rights are Human Rights. Les droits des femmes sont des droits humains et l'accès aux droits fondamentaux doit concerner toutes et tous. Et malheureusement, encore aujourd'hui, on voit que les droits des femmes sont l'objet de marchandage politique. Voilà, le Conseil des femmes en Belgique et en particulier Sylvie, dans toutes ses capacités, avec toutes ses casquettes, je dois dire, se bat depuis de très longues années pour le droit à l'avortement, pour la dépénalisation de l'IVG, parce que ça reste un enjeu, même dans notre pays, alors que la Belgique, voilà, les droits des femmes, l'égalité totale n'existe nulle part, dans aucun pays en Europe, ça on le sait, on progresse, mais malheureusement parfois on régresse aussi. En Belgique, je dois dire, dans beaucoup de domaines, on progresse, même si la pandémie Covid nous a ramené malheureusement en arrière par rapport aux violences faites aux femmes et que voilà, la pandémie Covid a fait un effet de loupe sur les inégalités qui sont exacerbées pendant cette pandémie, ça c'est certain. En voyant les photos de Sylvie hier devant l'ambassade de Pologne par un froid, il gelait à pierre fendre et il y avait des femmes et des hommes courageux qui étaient devant cette ambassade de Pologne pour réclamer le droit à l'IVG. Et j'ai pensé, Johanna, il y a des années, nous étions nous aussi devant l'ambassade de Pologne avec des aiguilles à tricoter, des cintres qu'on a accrochés sur la façade de l'ambassade de Pologne pour réclamer ces droits. Et on voit que quand ils sont mis en danger, malheureusement, très souvent, les choses n'avancent pas dans le bon sens. C'est vrai pour la Pologne, pour la Hongrie, pour beaucoup de pays. Et donc, Sylvie, on aimerait vraiment que tu nous expliques pourquoi, comment ça reste un enjeu politique, quels sont aujourd'hui les défis les plus importants, comment répondre à ça, comment peut-on en sororité, dans cette nécessaire solidarité, s'exprimer, mais aussi comment faire en sorte qu'on puisse appuyer pour que ces droits évoluent. Je te passe la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde et merci à Sana, Johanna, Viviane d'être avec moi aujourd'hui et avec vous parce que effectivement, on voit que le débat se focalise sur la Pologne et ce n'est pas nouveau, comme vient de le dire Viviane. Et heureusement que maintenant, comme l'a expliqué Johanna,
au sein du Parlement européen et même de la Commission, on a ouvert les yeux et les oreilles sur ce débat parce que jusqu'il y a quelques années, c'était du domaine des pays membres et il n'y avait pas moyen de faire entendre quelque chose sur le droit des Européennes à l'avortement. Parce qu'il faut se rappeler que Gisèle Halimi avait créé un concept qui s'appelle la clause de l'Européenne la plus favorisée et qui demandait qu'en Europe, on base les législations sur le plus haut standard de bien-être des femmes et que donc, il n'est pas normal qu'une femme qui habite en Hongrie n'ait pas le même droit à la santé qu'une femme qui habite en Suède, d'accord? Et donc là, on avait vraiment des aspirations vers une égalité des femmes européennes, non seulement à la santé, parce que c'est vrai que les avortements non médicalisés, ben, ça crée des problèmes de santé à long terme et dans de nombreux cas dans le monde, il y a plusieurs dizaines de milliers de femmes qui meurent chaque année hein, de fait des avortements non médicalisés. Et alors, en fait, on peut quand même se poser la question pour venir sur le plan politique, qu'est-ce qui motive des gouvernants ou des puissances, parce qu'il n'y a pas que la puissance politique, il y a évidemment aussi les idéologues et les religions, à refuser un soin de santé comme celui-là aux femmes. Alors, en général, l'argument qui est avancé, c'est le droit à la vie et le droit à la famille. Hein, donc, c'est au fond une conception très familialiste de la société où on protégerait la famille. Mais ce qu'on doit quand même reconnaître, c'est qu'il y a un terrible paradoxe là-dedans. Parce que quand une femme meurt des suites d'un avortement clandestin, et c'est en grande majorité dans les pays asiatiques, vous pouvez le voir sur le site de l'OMS, je partagerai tout à l'heure le lien vers le dernier statement de l'OMS à ce sujet, ce sont des femmes qui ont déjà des enfants. Et donc en fait, on détruit des familles quand on ne donne pas aux femmes l'accès à l'IVG. Alors, pour revenir très rapidement sur la situation en Europe, pour vous montrer où se situe la Belgique dans le panel européen, est-ce que, Sana, tu peux me donner le partage d'écran, si tu veux bien? Je voudrais vous montrer d'abord le premier critère, qui n'est pas en réalité un critère... Sylvie, c'est cette page que tu veux qu'on partage? Attends, non, je vais partager moi-même, si tu veux bien. Attends. Écran partagé. Non. Il faut que tu me donnes l'accès et je partagerai de mon côté. Ça va? Donc, en fait, le premier critère qu'on convoque toujours, et qui pour moi n'est pas le critère le plus important, c'est la question du nombre de semaines dans lequel la loi prévoit la possibilité de recourir à une IVG. Alors, je vais voir si je peux y arriver. Voilà, oui. Alors, comme ceci, là. Voilà. Alors, vous voyez l'écran ici? Vous voyez bien? Non, Sylvie, non. Normalement, tu as le droit de partager. Hein. Ok. Si tu peux juste share screen, tu cliques sur ce bouton. Partager l'écran en bas. Voilà. On se réinvente en période Covid. Oui, attends. Voilà. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ouais, oui, on voit maintenant. On voit. Oui, mais c'est pas ok. celui-là. C'est pas documenté. Je vais mettre ça et maintenant je vais faire comme ceci. Si je fais ça, je vais faire partager. Non, je ne vois pas. Le voilà. Est-ce que vous le voyez là? Sylvie Lozette a commencé le partage. Oui. Parfait. Vous voyez une carte. North of Europe, ok? Très bien. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Au fond, c'est le nombre des semaines que les législations ont fixé pour l'autorisation de faire une IVG. Et donc, vous voyez que dans les pays où c'est autorisé, hein, on va de 10 à 24 semaines, mais vous voyez très clairement une répartition en fait entre le nord de l'Europe et l'autre moitié de l'Europe à partir du milieu de l'Europe. Et si vous voyez par exemple ici, c'est un autre élément qui est quand même important. C'est est-ce que quand il y a une IVG, eh bien c'est les femmes qui doivent payer ou bien est-ce que c'est la sécurité sociale qui prend en charge l'interruption de grossesse? Un autre élément,
et Johanna l'a dit, il y a toujours des attaques et il y a des progrès au niveau législatif. On a parlé de l'Irlande. Vous voyez toujours mon écran, hein, rassurez-moi. Parfait, Sylvie. OK. Vous voyez, par exemple, l'Irlande, d'accord? Mais vous voyez aussi qu'il y a des attaques ici, bien sûr, en Pologne, mais également en Italie. Et l'accès aussi est un problème, parce qu'il y a parfois une très bonne loi, mais des problèmes d'accès, c'est le cas en Hongrie, hein, où on sait que l'accès est tout à fait limité, ou en Italie, où vous voyez, en fait, en Italie, la clause de conscience, ici, vous voyez que parfois on est à 85% de médecins qui refusent de faire une IVG. Alors, sur le plan politique, je voudrais vous montrer ceci. En fait, c'est une carte de 2019, donc elle a un petit peu changé aujourd'hui, mais le problème politique est le suivant, c'est que quand on a des gouvernements qui sont non démocratiques ou qui ont dans les parlements aussi une extrême droite, eh bien, il y a des risques, évidemment, sur la question du droit à l'IVG. Pourquoi? Parce que ce sont, je vais arrêter le partage d'écran, parce que ce sont des partis qui sont familialistes et qui défendent une conception de la société dans laquelle les femmes sont assignées à maternité. Et donc, le problème politique, il est le suivant, c'est que ce n'est pas seulement une question de santé publique, c'est une question d'autonomie financière. Des femmes qui ne travaillent pas et qui s'occupent des gosses à la maison, elles n'ont aucune autonomie financière. Et donc, au fond, c'est comment la société va mettre en place un système de domination des femmes dont le droit à l'IVG est un droit indicateur. Très clairement, on le voit dès qu'il y a des partis de droite, d'extrême droite, qui montent dans les parlements et dans les gouvernements, la première chose qu'ils font, c'est revenir sur les législations qui autorisent les femmes à décider d'être mères ou pas. Et la question, par exemple, de Malte est très importante. Et je me retourne vers Johanna, parce que quand Malte a adhéré à l'Union européenne en 2004, dans son traité d'adhésion, il a indiqué que jamais l'Europe ne l'obligera à permettre l'IVG à Malte, où c'est totalement interdit. Alors, regardez le rapport avec l'autonomie des femmes. À Malte, le divorce a été autorisé en 2011. Vous voyez? Et donc, au fond, la question de l'IVG, c'est pour moi vraiment le droit indicateur, c'est un indicateur du degré d'égalité et de démocratie d'un pays. Sur la question de la Belgique, parce que je ne vais pas rester trop longtemps, parce que j'aimerais bien qu'on puisse en parler ensemble de tout ça, c'est qu'en Belgique, on a l'impression que c'est un pays très égalitaire. Et c'est vrai qu'au niveau des mentalités, en général, les femmes sont quand même dans une situation relativement enviable, hein, par rapport au reste du monde. Mais on a un biais, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que dans le discours médiatique et politique, jusqu'il y a peu, moi je dirais jusqu'il y a 4-5 ans, eh bien, on continuait à envisager l'IVG comme une faute. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que l'IVG était toujours un délit dans le code pénal. Ça veut dire que on commettait toujours une faute, un délit pénal, en ayant recours à l'avortement, mais si on respectait toute une série de conditions, alors on n'allait pas être puni. Hein? Donc c'est comme ça que c'était écrit dans les textes. C'est pas juste que c'est une dépénalisation partielle, comme on nous l'a dit. La faute, elle reste. Et si elle reste dans la loi, elle reste dans les mentalités. Et c'est pour ça qu'en Belgique, vous trouvez très peu de filles qui vont faire comme les 343 en France dans les années 70, dire ah ben, nous, on a avorté. Parce que dans les mentalités, ça reste une faute. Alors, le problème qu'on a connu ces dernières années, c'est qu'il y a eu plusieurs partis, et même 7 partis, donc ça allait des marxistes jusqu'aux libéraux, qui ont été d'accord de modifier la loi sur l'IVG de 1990. D'abord, il y a eu une première tentative en 2018, où là, finalement, on a eu quelques petites avancées. Hein. C'était la question de la... Pas du tout la question du délai, parce que là-dessus, on est très, très, très coincé pour l'instant, mais bon. C'était notamment la question de l'état de détresse, parce qu'en Belgique, il fallait dire qu'on était en état de détresse. Ça a été supprimé. Donc, les femmes ne sont plus obligées de justifier des raisons pour lesquelles elles demandent une IVG. Et puis, il y a eu une petite modification de la semaine d'attente. On peut un peu dépasser en fonction
du moment où la femme découvre qu'elle est enceinte. Il y a eu aussi la suppression d'un article du Code pénal qui interdisait toute information et publicité sur l'avortement. Donc ça, c'est quand même extraordinaire qu'il a fallu attendre 2018 pour ça, hein, d'accord? Et donc cette loi de 2018, elle a aussi sorti l'avortement du Code pénal et a mis, si vous voulez, cet acte dans une loi. C'est pas une loi de santé, malheureusement, mais c'est quand même une loi autonome. Et donc, ça veut dire que ce n'est plus un délit pénal. Donc, c'est une première étape qui est importante, mais qui est loin d'être suffisante, puisque ce que l'on demande, c'est d'avoir une extension du délai de 12 semaines, puisque, vous le savez, il y a quand même plusieurs centaines de femmes qui reviennent chaque année, enfin, qui quittent la Belgique chaque année pour aller aux Pays-Bas, et c'est évidemment des femmes qui sont dans des situations qui sont très compliquées, hein, c'est pas forcément des femmes qui n'ont pas d'argent, mais ça peut être un déni de grossesse, des violences en cours de grossesse, qui tout à coup rendent la grossesse impossible. Et tout ça, en fait, on ne veut pas le voir. En Belgique, on ne veut pas savoir qu'il y a des violences qui se déclenchent pendant la grossesse. On ne veut pas savoir qu'il y a du sabotage contraceptif, c'est-à-dire des partenaires qui mettent la femme enceinte de manière volontaire contre son gré pour la coincer, on va dire. Tout ça, finalement, on ne veut pas le savoir. La seule question qu'on se pose, c'est comment se fait-il qu'il y a 18 000 femmes par an qui recourent à une IVG? Et la réponse, c'est elles ne prennent pas de contraception, ces idiotes, c'est quand même grave. Alors qu'en fait, quand on regarde le nombre de femmes qui recourent à une IVG en Belgique, par rapport au nombre de femmes en âge de procréer, c'est un des taux les plus bas au monde. Donc, c'est sûr qu'un accident de contraception, ça arrive. C'est sûr qu'il y a des femmes qui ont des règles qui sont irrégulières et donc elles ne voient pas tout de suite qu'elles sont enceintes et que donc elles arrivent à 11 semaines. Et là, elles doivent encore attendre une semaine pour avoir droit à l'IVG, ce qui fait qu'il y en a toute une série qui n'y ont pas accès. Et donc, c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui en Belgique. Et je vais revenir sur la question finalement centrale de ce droit. Parce que qu'est-ce qu'on a vu en fait en Belgique? C'est que politiquement, je l'ai dit, on avait 7 partis. Les rouges, les marxistes, les roses, les socialistes, les amarantes, c'est-à-dire les indépendantistes, là, des filles, les libéraux, les verts, tout le monde était d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les partis chrétiens, particulièrement néerlandophones, la NVA, nationaliste, donc je reviens à cette question des pays qui sont, ou des partis plutôt, qui sont dans une lecture très identitaire, hein, de droite, sinon de droite dure, et évidemment le parti d'extrême droite, le Vlaams Belang, qui a quand même 18 ou 19 députés au Parlement belge, hein, et donc ils pèsent. Hein. Donc quand ils se mettent avec la NVA, ça pèse. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué la loi, alors qu'il y avait une majorité, une large majorité de parlementaires qui pouvaient voter. Alors, ils ont empêché le vote par toutes sortes de manœuvres que je ne vais pas vous détailler ici, mais vous pouvez trouver dans les documents que j'ai partagés sur le chat, le document L'avortement et le code pénal en Belgique. Et je vais vous partager aussi la brochure sur l'état de l'avortement en Europe. Et donc, les risques, ils sont liés aussi à la pression religieuse. Je vais terminer là-dessus. Donc, je parlais du politique. Eh bien, je vais vous montrer ici. Alors, je vais revoir si je repartage l'écran. Voilà, partager. Regardez ici. La pression politique des catholiques, des orthodoxes, des évangélistes et des protestants, elle est très, très forte hein, en Europe. Et donc, quand on conjoint la pression des identitaires, des nationalistes, de la droite dure, de l'extrême droite. On va publier bientôt toute une revue sur Internet de l'état de l'extrême droite en Belgique. C'est affolant, l'état de l'extrême droite en Europe plutôt. Et donc, quand on conjoint la pression religieuse, familialiste, anti-femme, les religions ne sont pas connues pour être féministes, hein, loin de là, et la pression politique, eh bien, on se rend compte qu'en fait, on est toujours dans un moment de bascule. Alors, Johanna l'a dit, on va vers du mieux parfois. Hein. Il y a des pays où ça va beaucoup mieux qu'avant, l'Irlande notamment. Alors, en France, c'est toujours un peu en avant, un peu en arrière.
Bon, en Belgique, on attend la modification de la loi, mais on a des pays, par exemple, comme la Hongrie, où c'est la catastrophe, mais la Finlande ou l'Espagne, bah, c'est beaucoup mieux. Hein. Et donc, en fait, on est, je pense, et je vais en terminer là-dessus, à un moment, à un tournant dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire des femmes européennes, et c'est pour ça que c'est le moment d'être vraiment solidaire de chaque combat. Ce qui arrive aux femmes polonaises, ça arrive aux femmes de Hongrie, ça arrive aux femmes de Malte. Mais ce qui arrive aux femmes d'Irlande, ça peut arriver dans un autre pays. Il faut se saisir de la façon dont ils ont réussi à faire les choses en Irlande, et on a eu des réunions là-dessus. Ils ont fait ça de manière très scientifique, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de parler aux gens qui avaient peur de la pas aux gens qui étaient convaincus qu'il fallait libéraliser, à ceux à qui ça faisait peur. Et donc, c'est aussi être très pédagogue à l'égard de la population. En Belgique, ce n'est pas un vrai problème. La population est majoritairement pour le droit à l'IVG. Le problème en Belgique, c'est la force des partis identitaires, nationalistes, chrétiens, surtout flamands, mais bon, du côté francophone, c'est pas top top non plus. Et évidemment, les partis d'extrême droite. Voilà, je vais en rester là. Merci beaucoup Sylvie pour cet état des lieux qui est à la fois un plaidoyer, j'ai envie de dire, et de nous rappeler qu'effectivement, quand des gouvernements en Europe vont faire comment on dit, des écarts par rapport aux valeurs démocratiques, eh bien, il y aura une levée de bouclier. Quand il y a des écarts par rapport aux droits des femmes, tout à coup, ces valeurs démocratiques ne sont plus vues comme une nécessité à défendre de la même manière. Et ça, c'est vraiment très interpellant, comme si c'était des valeurs, des libertés de seconde zone, finalement, qu'on ne défend pas. Et c'est vrai qu'agir sur les peurs, c'est toujours le spectre des extrémistes, et c'est quelque chose qu'on doit combattre ensemble. Donc, vraiment, merci pour ça. Et la peur, je voulais dire aussi, c'est la peur de l'émancipation, de l'autodétermination et des libertés des femmes. En réalité, c'est aussi de ça qu'il s'agit. Et donc, merci de nous l'avoir expliqué comme ça. J'ai vu quelques mains se lever. Johanna, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on passe la parole? Non, c'était pas cette main-là. J'ai vu une autre main. Non, non. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je pense peut-être, Viviane, Oui, Sana, vas-y. Oui, voilà, je pense que maintenant on peut ouvrir le débat avec les participantes. Et donc, afin d'organiser en fait le débat, parce que j'en suis sûre que vous avez beaucoup de questions, vous pouvez juste utiliser, en bas en fait, vous avez cette icône qui s'appelle réaction. Si vous pouvez lever votre main, comme ça on va savoir qui veut poser la question. Et pour être simple, vous pouvez juste utiliser le chat pour poser votre question, et Viviane va la poser aux intervenantes. Voilà. Voilà. Si je vois votre petite main ou une question dans le chat, je vous donne la parole. Pour l'instant, il n'y en a pas. Peut-être… Ne soyez pas timide. Hein. Voilà. Voilà, peut-être, je vais poser une petite question à Johanna entre-temps. Quand tu dis qu'au Parlement européen, il semble y avoir une petite éclaircie en termes d'ouverture sur ce débat, parce qu'on sait que pendant beaucoup d'années, ce débat a été verrouillé au niveau européen. Est-ce que tu peux nous en dire plus et expliquer peut-être comment ça s'est déclenché? Oui, merci Viviane. Je pense qu'il y a toujours eu une mobilisation forte des députés européens, dans le cadre des députés européens, surtout des femmes. Donc là, on a toujours vu des femmes députées européennes de beaucoup de pays et beaucoup de partis qui étaient là, toujours prêtes à militer et à avancer les questions de droit à l'avortement. Ça, on a toujours vu. Mais on a vu, moi, ce que nous, on a constaté, c'est sur ces 3-4 dernières années, de plus en plus de mobilisation. Et pourquoi? Je pense que c'est en partie parce qu'on a eu des succès, par exemple en Irlande. Donc, je pense que ça aussi, ça encourage. Et aussi, il y a une telle horreur de ce qui se passe en Pologne
et une peur, je pense, qui est liée à ce que Sylvie a dit. Cette espèce de coalition entre les extrêmes droits, les nationalistes des religions, a vraiment attaqué, oui, aux droits de femmes, qui est souvent, la première chose, c'est le droit à avortement, souvent, qui s'attaque plus aux droits de femmes, qui représentent des valeurs traditionnalistes par rapport aux stéréotypes et rôles des femmes et des hommes, et qui voient ça de plus en plus comme un combat vraiment politique européen. Et ça, c'est ce que on a vu, on a constaté. Et il y a de plus en plus d'organisation et mobilisation dans ce sens-là. Moi, je vais ajouter, et c'est juste une réflexion personnelle, mais via des conversations qu'on a eues avec nos membres, n'est-ce pas? C'est que on a aussi été vraiment choqués par ce qui s'est passé au niveau de la Convention d'Istanbul. C'est la Convention du Conseil de l'Europe sur les questions de violence faites aux femmes et violences conjugales. Et donc, l'Union européenne avait signé cette convention sans vraiment, on a fait beaucoup de travail pour que ça se fait, mais sans vraiment beaucoup de résistance. Et puis, du coup, on a vu toute une réaction, surtout des religions orthodoxes et catholiques, donc des religions par les partis directs dans certains pays européens. On a vu, donc on a fait toute une avancée au niveau européen. Donc, il y avait on voyait vraiment de plus en plus d'accord sur le fait que l'Europe devait faire quelque chose pour les violences faites aux femmes. Ce n'était jamais le cas. Et puis tout d'un coup, on a vu ce recul en arrière. Et je pense que ça aussi, ça a été comme un levier pour les femmes et les hommes au Parlement européen pour vraiment se battre et voir vraiment ce combat avortement comme un combat vraiment des droits fondamentaux en Europe. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai vu. Donc je vois aussi des fois quand on peut se sentir démoralisé par les pas arrière. Souvent, les pas arrière, si on travaille bien, ça peut être aussi comme un catapulte pour les prochaines étapes, parce que ça mobilise quand même les gens, les décideurs politiques. Et c'est ça qu'on veut utiliser ce momentum pour les mois à venir. On peut peut-être en parler un peu plus. Donc, j'espère que ça répond un petit peu aux questions, Viviane. Merci beaucoup, Johanna. Sana, on ne t'a pas encore entendu sur le sujet et je sais que Womenpreneur est très sensible aussi à cette problématique. Est-ce que tu veux nous dire aussi un peu comment ça se passe au niveau de votre association par rapport à cette problématique? Merci. En fait, nous, Womenpreneur, on travaille surtout sur les discriminations économiques. À travers WomenQuake, on essaie de toucher tout ce qui concerne les mentalités, les différents tabous autour du sujet du genre. C'est pour cela aujourd'hui on organise cet event avec le conseil. Moi, ça me concerne beaucoup le contexte belge et je voulais poser la question à Sylvie, vu que le conseil joue un rôle très important au niveau de poser des recommandations à nos politiciens en Belgique. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a en fait un avancement sur la loi, le projet de loi qui devrait normalement être appliqué avant le Covid pour permettre aux femmes d'avoir ce droit d'avortement jusqu'à 18 semaines, vu que maintenant, en Belgique, on a toujours la règle de 2 semaines. Est-ce que tu penses qu'il y a en fait un intérêt, il y aura en fait une vraie application de cette loi ou pas du tout? Alors, je pense qu'il va falloir être patient. Parce que dans le gouvernement, on a le Parti chrétien flamand qui en a fait une question de gouvernement. Il a dit, je ne viens pas dans le gouvernement si on touche aux 12 semaines et si on améliore les conditions pour avoir accès à l'IVG. Alors, les autres partis essayent de répondre de manière, je dirais, phasée. Donc, ils ont d'abord décidé qu'ils allaient constituer un comité d'experts diverses questions. Donc, ça veut dire qu'on refait ce qu'on a déjà fait avant, hein, parce qu'on a déjà eu, depuis 2018, il y a eu des discussions, des experts qui sont venus au Parlement, mais là, il va falloir recommencer le travail. Je pense que
Le parti CDNV ne va jamais changer d'avis sur cette question. Je ne suis pas certaine que les partenaires de gouvernement vont obtenir quelque chose, en tout cas pas dans l'immédiat. À partir du moment où on va se profiler vers de nouvelles élections, hein, donc c'est-à-dire en 2024, je pense qu'à partir de la fin de 2022, début 2023, on va pouvoir recommencer à solliciter les partis pour qu'ils reprennent finalement leur liberté par rapport à ça, puisque, bon, l'accord de gouvernement, il s'est fait sur le dos des femmes, il faut quand même le dire. Et ça, c'est extraordinaire, parce que, comme le dit Johanna, au fond, c'est tellement invraisemblable dans notre pays qu'un parti dit je ne vais pas au gouvernement, donc ça veut dire je ne vais pas gérer des portefeuilles, je ne vais pas prendre mes responsabilités, alors que j'ai l'électorat qui me permet de le faire. Si on permet aux femmes d'avorter dans de meilleures conditions. Donc ça montre à quel point, oui, à quel point on est aussi dans ce chantage. C'est du chantage sur le dos des femmes. Ça lui fait quoi à ce monsieur du CDNV qu'une femme va avorter à 14 semaines légalement en Belgique? Rien. Ça ne le concerne pas, ça ne va pas lui coûter d'argent, ça ne va rien faire du tout, sauf que la femme, elle ne doit pas aller en Hollande, c'est tout. Et donc, c'est ça qui est incroyable. Et donc, je pense que, même chez les catholiques, évidemment, il y a des gens qui disent qu'est-ce que c'est que cette lecture moyenne, c'est même pas moyenâgeuse parce que Moyen-Âge c'était mieux que maintenant, mais je veux dire, c'est une lecture tellement rétrograde de la société et c'est surtout, je pense, vis-à-vis des partenaires de gouvernement, un très mauvais calcul. Parce qu'une fois ça va, deux fois pas. Donc la prochaine fois, ils seront out. Et donc, on doit attendre, il faut être patient, mais on va y arriver, c'est certain. On a déjà obtenu, et je crois, je dis souvent cette métaphore, on n'obtient pas des droits des femmes, on obtient des miettes. Mais après, à un moment donné, on a beaucoup de miettes, et avec des miettes, on peut faire un petit croissant au beurre, alors on arrive peut-être à ce qu'on veut. Merci Sylvie. Merci Sylvie. Merci Sana. Je ne vois toujours pas de questions. Viviane, je pourrais ajouter Oui, quelque Johanna, chose? vas-y. Parce que je ne l'ai pas vraiment évoqué encore et je pense que Sylvie a touché un mot. C'est aussi pour dire que les femmes sont aussi diverses. Donc, dans le sens où une femme indépendante qui a de l'argent, qui peut faire ses propres choix dans sa vie en général, peut toujours avoir accès à un avortement. Donc, elle peut toujours voyager. Bon, peut-être pas maintenant, en temps de Covid, mais en général. C'est ce qu'on a vu aussi beaucoup dans l'argument en Irlande, c'est que parce que les femmes allaient de toute façon prendre un avion pour aller à Liverpool pour avoir l'avortement. Ça va si on peut se payer un avion. Ça va si on n'est pas sous contrôle d'un homme contrôleur ou d'une famille contrôleur. Ça va si on a les papiers, si on est en situation légale, résident légal dans un pays. Donc, toutes ces restrictions, ça touche d'autant plus aux femmes les plus pauvres, les femmes qui ne peuvent pas quitter leur boulot pendant 2 jours pour aller se faire un avortement aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, pour les femmes sans papier, pour les femmes qui sont sous contrôle d'un homme violent ou autre. Donc, il faut aussi se dire que c'est aussi une question des différentes expériences des femmes. Et je pense que c'est des arguments aussi très importants à soulever, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui migrent en Europe, n'est-ce pas, les femmes de toute partie de l'Europe qui vont travailler dans notre pays. Il y a aussi beaucoup de femmes aussi qui sont peut-être moins mobiles, donc qui sont moins indépendantes à cause parce qu'elles sont moins mobiles au niveau des handicaps, par exemple. Donc là aussi, il faut voir vraiment à qui ça touche le plus. Et on va lutter vraiment pour que toutes les femmes et toutes les filles ont accès gratuit et libre à l'avortement partout en Europe, parce que c'est un combat vraiment pour toutes. Voilà, c'est ce que je voulais juste ajouter, Viviane. Merci, on t'applaudit, on vous applaudit toutes les deux. Je ne vois toujours pas de questions dans le chat ni de petites mains levées. Sana,
Ah, tu applaudis aussi? Je l'ai juste Voilà, applaudi. exactement. On est plusieurs Viviane, à applaudir. Viviane, Oui, ah voilà, c'est Caroline. oui, Carole. Je m'excuse, je ne dis pas expert en la matière telle que toi et Sylvie, etc. Mais je me demandais si le débat à la base n'était pas une question d'interdiction, c'est-à-dire je me dis que comme l'exemple de la prohibition de l'alcool aux États-Unis il y a quelque temps, il y a une centaine d'années, je ne sais plus, engendrait quand même la production illégale d'alcool et même avec une dangerosité pour la santé. Je me demandais si l'interdiction de l'avortement, au final, n'engendrerait pas quand même de l'avortement illégal comme du temps de nos grands-mères, avec des conséquences graves pour les femmes. D'autant que je pense que l'avortement, c'est une question de libre arbitre, même si on est chrétien, catholique, musulman, peu importe, c'est quand même une question de libre arbitre. Donc, je me dis dans quelle mesure, voilà, interdire n'est pas quand même permettre quelque chose de plus grave dans les actions. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien en fait, Oui, mais voilà. le libre choix en matière éthique Libre choix, voilà, c'est ça, dans le sens que quand on interdit trop, comme la prohibition aux États-Unis par rapport à l'alcool, on sait qu'il y a eu des productions clandestines d'alcool et que les gens en sont morts parce que c'était de l'alcool frelaté, etc. Enfin, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pareil pour tout, en fait, au final. des avortements illégaux, Sylvie. Oui, donc je vais partager ceci avec vous. Regardez. Attendez, il faut que je le retrouve maintenant de nouveau. Attends. Des avortements clandestins qui tuent. Oui, tu vois ça? Non, pas encore. Oui. Non, c'est pas ça. Attends. Ah. Je dois encore refaire. Donc c'est ceci. Voilà. Si je fais ça, attendez maintenant. Devenue une pro, elle. Hein. Ah, tu pas, voilà, ceci. Voilà, ça. Regardez. Donc ça, c'est le tableau des avortements. En blanc, c'est les avortements qui sont sécurisés. En orange, c'est les avortements qui sont peu sécurisés. Et en rouge, les avortements qui ne sont pas du tout sécurisés. Et donc, vous voyez bien que le problème de tout ça, qu'est-ce que ça fait? Le résultat, c'est qu'on a un nombre incalculable de femmes, je crois que c'est 7,5 millions de femmes par an qui ont des séquelles de santé suite à un avortement non médicalisé. Et que moins l'avortement est légalisé, plus il y a des avortements dans le pays. C'est ce que dit l'Organisation mondiale de la santé. Et donc ça, c'est vraiment, il y a 25 millions d'avortements non sécurisés pratiqués dans le monde chaque année. Donc c'est quand même une catastrophe. Et alors, ce que l'OMS dit aussi, c'est les lois restrictives sont associées à des taux élevés d'avortements non sécurisés. Ça veut dire que plus c'est restrictif, plus il y a d'avortements. Et alors, moi, j'ai fait des communications ici en Belgique au Parlement. Les gens me disaient, enfin, comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Parce que quand il n'y a pas d'avortement légalisé et sûr, il n'y a pas non plus de contraception, il n'y a pas d'accueil des femmes dans les hôpitaux. Il y a, en fait, c'est le signe que la société, elle est inégalitaire à plein de niveaux à l'égard des femmes. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un indicateur. Et la santé des femmes, moi, je ne comprends pas qu'on est encore dans un monde où il faut expliquer que la santé des femmes, c'est un droit. C'est invraisemblable. Parce que les femmes, elles mettent des enfants au monde ou elles ne mettent pas d'enfants au monde. Elles participent à la vie économique et sociale. Elles font beaucoup de choses très importantes et c'est plus de la moitié de l'humanité. Donc, je trouve que là, on est vraiment, comme tu dis, Carole, le problème, c'est que quand on légifère comme ça, soi-disant pour des raisons de morale ou d'idéologie, en réalité, c'est de la cruauté institutionnelle qui s'exerce à l'égard de la moitié de la population, puisque c'est toujours à peu près comme ça, et à peu près la moitié. Mais c'est vrai, Sylvie, tu as raison.
Merci Sylvie. Oui, je crois même que je ne suis plus tout à fait certaine, mais je crois qu'on dit que toutes les 9 minutes, une femme meurt d'un avortement clandestin dans le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose de très pénalisant pour les femmes. Oui, je vois une question de Cécile Lolin. Voilà, bonjour. Oui, ben, je voulais en fait surtout, c'est pas vraiment une question, mais je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit par Sylvie Losberg relativement au fait que plus il y a interdiction et plus il y a d'avortements tout clandestins. Je suis la directrice du centre Louise Michel à Liège, qui est un centre IVG, et donc on voit arriver les femmes. Et en fait, on voit arriver les femmes de plus en plus dans des très petites grossesses avec très peu de semaines. Elles sont identifiées de plus en plus tôt. Et donc, on fait de plus en plus d'IVG médicamenteuses, par exemple. Donc, en réalité, quand les femmes sont bien informées, quand les femmes reçoivent de l'info, quand les femmes savent à quelle porte frapper, eh bien, non seulement ça limite le nombre d'avortements, ça limite les risques et elles viennent plus tôt. Donc, l'idée de l'appel d'air qui ferait qu'augmenter le délai à 16 semaines ou à 18 semaines va augmenter le nombre d'IVG c'est complètement stupide en fait. Ça ne correspond pas du tout à la réalité parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si les femmes ont un droit plus ouvert, elles le prennent plus tôt. Et donc, en réalité, on limite le nombre d'avortements tardifs. Et en plus, on ne laisse pas dans la difficulté toutes les femmes qui sont concernées au-delà. Merci beaucoup. Oui, Sylvie. Oui, alors merci Cécile. Je voudrais ajouter, parce que Cécile parle donc, les femmes viennent plus tôt. Donc elles viennent en moyenne à 6-7 semaines, entre 5, 6, 7 semaines d'après les centres d'avortement néerlandophones et francophones. Vous savez que l'avortement par voie médicamenteuse, c'est possible jusqu'à 7 semaines de grossesse, c'est-à-dire 9 semaines d'aménorrhée. Cécile, si je me trompe, dis-le-moi. Et donc, ça veut dire que comme il y a une semaine de délai, on empêche les femmes de choisir ce moyen d'IVG parce que la fille qui arrive à cette semaine, eh ben, c'est trop tard pour elle. Et je trouve que c'est une discrimination qui est inscrite dans la loi et il faut pousser sur ce plan-là. Il faut dire à la Belgique, la loi, elle est discriminatoire en elle-même. Et ça ne va pas. Et donc, en décryptant tout ça, je pense qu'on a des arguments pour pousser le débat et j'espère qu'on va y arriver dans pas trop longtemps quand même, n'est-ce pas Viviane? On l'espère en tout cas. On est mobilisés, motivés parce que les femmes sont aussi une force inouïe. Et donc ça, je pense qu'on ne doit jamais l'oublier. On arrive à mobiliser, à descendre dans les rues, à sensibiliser et à développer des arguments forts pour convaincre. Voilà, nous ne le faisons jamais avec la violence. Nous le faisons avec les mots qu'il faut pour combattre les mots MAUX. Et donc, voilà, je ne vois plus je ne vois plus de questions. Si... Oui, Johanna? Oui, je pense que je vois Madeleine. Madeleine Brun. Oui, c'est... Madeleine, vous avez la parole. Bonsoir à toutes. Moi, je me dis que finalement, en France, on est drôlement battu, ma génération, et que quand même, on est arrivé à un résultat beaucoup plus... la Belgique, vous nous faites peur, hein, c'est invraisemblable. Quant à la Pologne, c'est connu. Hein, donc, le poids de l'Église catholique en Pologne, il faut quand même se rappeler qu'ils ont eu un pape, hein, et que ça reste certainement très important dans leur culture et que le mot avortement doit leur faire terriblement peur. Ça, c'est clair et c'est net. Ceci étant dit, moi, je trouve que vous oubliez quand même un versant, un préalable. Nous, il y a l'éducation à l'école. Ça commence à l'école. Vous comprenez bien que si les gosses tout petits ne savent pas, garçons et filles évidemment, hein, garçons et filles, les garçons, ils sont responsables autant, hein, donc il faut absolument que les enfants apprennent ça très jeunes et ça continue jusqu'à devenir adolescent, où là vraiment c'est là qu'il y a le plus de catastrophes évidemment. Hein. Parce qu'il ne faut pas dire, mais chez nous, il y en a toujours qui font la clause de conscience. Il y a quand même des problèmes. Il y a des centres d'avortement qui ont fermé. Le planning familial a quand même de grosses difficultés. Ça marche, d'accord. Mais enfin, ce n'est pas si facile que ça. Cela dit, moi, je vous souhaite beaucoup de courage. Hein. De toute façon, ça ne passe que par une bataille tous ensemble. Et puis, tant que vous y êtes, si vous parlez de l'égalité homme-femme, eh bien, faites évoluer votre droit.
Par exemple, les lois successorales, parce qu'en France, il a fallu se battre. On a obtenu ça que dans les années 90 avec Michel Rocard. Vous imaginez, on fonctionnait sur le code Napoléon. Il aura fallu attendre 1990. Donc, je suppose que dans chaque pays, vous avez ce type de soucis. Il y a plein de choses à faire et surtout bien éduquer les gens de façon à ce que l'avortement, pour qui en a subi, surtout moi à mon époque, c'était des avortements thérapeutiques, c'était interdit par la loi. Hein. Moi, je suis une dame d'un âge avancé. Donc, je tiens à vous le dire, c'était à mon époque interdit par la loi. Il aura fallu attendre Gisèle Halimi et les années 70 pour que Giscard d'Estaing et Simone Veil, n'est-ce pas, fassent passer cette loi. Mais c'est 1975, si ma mémoire est bonne. Hein. Donc, c'est quand même très récent. Alors, bon courage à toutes. Ça, c'est quand même quelque chose que je voulais vous dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce débat vraiment très riche, très intéressant, où on a rappelé l'importance du libre choix. Sylvie, tu voulais encore dire quelque chose avant la conclusion? Oui, donc d'une part, bien sûr, on se bat pour l'éducation sexuelle à l'école. Hein, c'est un des combats du Conseil des femmes depuis des années. Et on avance en Belgique malgré tout. Mais sur la question du droit, ce que je voulais dire, c'est que le Conseil des femmes organise le 24 février, le 5 mars. Laetitia, je ne sais pas si tu veux bien partager pour tout le monde les trois tables rondes, justement, sur le corps des femmes dans le droit. Donc, on a le corps des femmes dans le droit civil, le corps des femmes dans le droit pénal et le corps des femmes par rapport aux droits sexuels et reproductifs. Ce sont trois webinaires avec des juristes qui vont discuter avec nous sur comment, finalement, le corps des femmes est pris ou non dans le droit belge. Donc, n'hésitez pas, c'est tout bientôt. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, ceci clôture alors notre débat très riche. Merci beaucoup à Johanna et Sylvie d'avoir rappelé les enjeux. Je pense que c'est vraiment important que nous continuions ce combat pour les droits des femmes, pour pleinement pouvoir jouir de nos droits et de nos libertés, parce que c'est finalement de ça qu'il s'agit, et ceci dans tous les pays d'Europe. Alors, je vais peut-être vous remercier, mais d'abord, pas d'abord, vous remercier et passer la parole à Sana pour clôturer cette soirée. Et merci à toutes. Merci beaucoup, Viviane. Merci encore une fois à Sylvie et Joanna. C'était un event très, très intéressant. Je pense que toutes les participantes sont d'accord avec moi. Je tiens aussi à remercier Laetitia qui était derrière aussi l'organisation de l'event. On s'est organisé il y a quelques semaines. Donc, vraiment, je suis ravie d'organiser cet event avec le conseil. Et comme j'ai dit, on vous réserve plusieurs events et plusieurs surprises. Donc, n'hésitez pas d'être branché, d'assister à nos prochains events. On est 33 personnes, donc on est plus qu'au début. C'est pour cela qu'on va reprendre une autre selfie, si c'est possible. Donc, il y a Sylvie, Darius, Audrey, Camille et Carole. Si vous pouvez juste allumer votre caméra. Comme ça, on peut prendre une photo. Merci beaucoup. And Alicia, if you can take a picture from your side as well. Thank you. Parfait, merci beaucoup. Souriez. Super, très belle photo. On va partager tout ça et on va partager la vidéo aussi. Encore une fois, merci à tout le monde et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.